Cette machine alimente toute une ville. Me voilà devant les grilles de fer de l'usine. Et déjà, je ressens cette conscience qui m'envahit. Derrière ces murs, on fabrique des machines qui fournissent littéralement l'électricité à des millions de gens. Aujourd'hui, nous visitons une usine de transformateurs de puissance. Des gros, des très gros. Le genre dont un seul exemplaire pèse autant que 300 voitures ordinaires. Pas mal, n'est-ce pas? Et bon sang, j'ai déjà hâte d'entrer. Vous êtes prêts à découvrir ce nouveau monde avec moi? Alors allons-y, on nous attend. Avant d'entrer, quelques mots sur ce qu'est un transformateur de puissance et pourquoi il est indispensable. Toute l'électricité qui arrive chez vous a parcouru un long chemin. La centrale produit du courant à une tension relativement basse, puis un transformateur l'élève à, disons, 330 000 volts. Et c'est à cette tension que l'énergie voyage sur des centaines de kilomètres de câbles. Car plus la tension est élevée, plus les pertes sont faibles. Près de la ville, un autre transformateur abaisse cette tension à un niveau adapté au réseau et aux besoins domestiques. Sans cette chaîne, rien. Ni lumière, ni café, ni téléphone chargé. J'entre dans l'usine, et ce qui frappe d'emblée, ce sont les dimensions de l'atelier. Le plafond culmine à quelques 25 mètres, la largeur de la travée, près de 70 mètres. Et partout, des ponts roulants, car ici, littéralement, rien ne se soulève à la main. Le poids des pièces commence à quelques tonnes et finit dans les centaines. On me dit que le plus gros transformateur fabriqué ici pesait 420 tonnes en état de remplissage. J'essaie de saisir ce chiffre et n'y parviens pas. Tout commence par le circuit magnétique. C'est le cœur du transformateur. On le fabrique en acier spécial laminé à froid à structure granulaire orientée. L'épaisseur d'une tôle, de 0,27 à 0,35 mm. C'est 5 à 6 fois plus fin qu'un cheveu humain. Les tôles sont découpées sur des lignes spécialisées et chacune est obligatoirement recouverte d'une fine couche de vernis isolant. Sinon, des courants de Foucault se forment entre les plaques et toute la structure chauffe, transformant l'énergie électrique en chaleur au lieu de la transmettre. Ensuite, ces tôles sont empilées en paquets, l'une sur l'autre avec un décalage de quelques centimètres pour que les joints ne coïncident pas. Cette technique s'appelle le recouvrement oblique et elle réduit considérablement les pertes dans l'acier. Cela ressemble à un assemblage de puzzle très méthodique et monotone. Si ce puzzle pesait plusieurs tonnes et nécessitait une précision au dixième de millimètre. Les ouvriers à ce stade portent des gants, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne laisser aucune trace de graisse sur la surface, car cela affecte les propriétés magnétiques. Un détail qui compte. Le circuit magnétique achevé est serré par des tiges de compression et immédiatement vérifié. On mesure la géométrie. L'écart ne doit pas dépasser 2 mm par mètre de hauteur. Vient ensuite l'essai préliminaire à vide. On applique une tension réduite au circuit magnétique et l'on mesure le courant de magnétisation ainsi que les pertes. Si les valeurs sortent de la tolérance, on cherche la cause et l'on recommence. Personne n'a envie de découvrir un problème après l'installation dans un poste situé à 300 km de l'usine. Les enroulements, prochaine grande étape, est sans doute la plus laborieuse. C'est ici que l'on bobine le fil de cuivre ou d'aluminium et selon le niveau de tension, il peut être très différent. Pour l'enroulement basse tension, un fil rectangulaire épais d'une section parfois de 200 ou 300 mm². Pour l'enroulement haute tension, un fil plus fin, mais l'isolation est sérieuse. Chaque couche d'enroulement est recouverte de papier ou d'un ruban isolant spécial, et l'épaisseur totale de l'isolation entre les enroulements peut atteindre plusieurs dizaines de millimètres.
Les enroulements sont bobinés sur des machines horizontales à commande numérique. La machine maintient la tension du fil programmé, compte les spires, respecte l'angle de pose. Mais aux étapes finales, il y a toujours un opérateur à proximité. Il vérifie la disposition de chaque couche. Car la moindre bulle d'air ou pli dans le papier constitue un point de claquage évident lors des essais. Et un claquage sous 220 000 volts, ce n'est beau que de loin et en vidéo. Une fois les enroulements terminés, on les enfile sur les noyaux magnétiques et on les fixe avec des pièces d'écartement. L'élément actif assemblé, le circuit magnétique avec les enroulements, est chargé dans un four spécial de séchage. La température y atteint environ 110 degrés Celsius. La durée de séchage varie de 40 à 80 heures selon la taille du transformateur. L'objectif ? Éliminer toute l'humidité de l'isolation en papier, car l'humidité réduit drastiquement la tension de claquage et accélère le vieillissement. Après le four, l'humidité du papier doit être inférieure à 0,5%. On vérifie cela en mesurant la résistance d'isolement et la tangente de l'angle de perte diélectrique. Deux valeurs qui en disent plus aux spécialistes sur l'état de l'isolation que n'importe quel examen visuel. Parallèlement au séchage, on prépare la cuve. La cuve, c'est le corps du transformateur, et ce n'est pas non plus une simple boîte en fer. Les parois sont soudées à partir de tôles d'une épaisseur de 10 à 25 mm, renforcées par des nervures de rigidité, auxquelles on soude des radiateurs de refroidissement. Un grand transformateur peut comporter 8 à 10 panneaux de radiateurs de plusieurs mètres de haut chacun. Et toute cette construction doit résister au vide et à la pression de l'huile sans la moindre fuite. Avant l'assemblage, la cuve est obligatoirement sablée et peinte à l'intérieur, car toute trace de rouille dans l'huile compromet la longévité de l'ensemble. Après séchage, les éléments actifs sont descendus dans la cuve, à nouveau à l'aide d'un pont roulant. Et l'on commence à remplir d'huile de transformateur. L'huile remplit ici deux fonctions simultanées, le refroidissement et l'isolation supplémentaire. Le remplissage s'effectue sous vide, car même les microbules d'air dans l'huile constituent autant de points de décharge. Le processus de remplissage d'un grand transformateur prend 12 à 16 heures. Le volume d'huile peut atteindre 30 à 50 000 litres. Pour donner une idée de l'échelle, c'est comme remplir 4 à 5 piscines de taille moyenne. Et voilà enfin, les essais. C'est ma partie préférée, car c'est là que tout devient véritablement effrayant et captivant à la fois. Le transformateur est transporté dans un laboratoire blindé spécial, une vaste pièce en cage de Faraday, et les vérifications commencent. On mesure d'abord les coefficients de transformation, la résistance des enroulements, le courant à vide. Puis viennent les essais à tension élevée. On applique sur l'enroulement une tension plusieurs fois supérieure à la tension nominale. Pour un transformateur de classe 220 kV, la tension d'essai peut atteindre 4 à 500 kV. S'il tient 1 minute sans claquage, c'est bon. S'il ne tient pas, on repart de zéro. Et vous, revenez à la vidéo et abonnez-vous. Mais le plus spectaculaire, c'est l'essai au choc de foudre. Un générateur spécial crée une impulsion de tension qui imite un coup de foudre. Montée de la tension en 1 à 2 microsecondes, puis décroissance progressive. L'amplitude va de 500 à 1500 kV selon la classe du transformateur. Tout cela se produit en quelques microsecondes. Il n'y a pas grand-chose à photographier. Un éclair, un claquement, et l'oscilloscope enregistre le résultat. Si la forme de l'impulsion, après le transformateur, diffère de l'étalon, une décharge s'est produite à l'intérieur. Alors commence un véritable travail de détective. Où et quoi? Parfois il faut 1 an pour trouver la réponse, parfois on doit démonter une partie de la structure.
Chaque année, des centaines de kilomètres de tunnels sont percés à travers le monde, sous les villes, les fleuves et même des montagnes entières. Mais si je vous disais que derrière tout cela se cache une machine qui avance plus lentement qu'un homme, tout en étant capable de broyer la roche. Face à elle, un disque d'acier de plus de 10 mètres de diamètre et pesant des centaines de tonnes. On pourrait croire qu'il s'agit d'un simple morceau de métal. En réalité, c'est l'une des structures les plus complexes et les plus sollicitées de la planète. Et il existe un élément dans cette tête géante dont presque personne ne parle. Mais c'est précisément lui qui détermine si la machine franchira des dizaines de kilomètres ou s'arrêtera à jamais sous terre. Restez avec nous et vous découvrirez comment naissent véritablement les tunnels. Aujourd'hui, je me tiens dans un atelier où naissent des objets qui se frayent littéralement un chemin à travers la Terre. Devant moi repose une structure métallique de plus de 10 mètres de diamètre. C'est la future tête de coupe d'un tunnelier. En bref, c'est le forêt même qui rampera sous la ville ou les montagnes en laissant derrière lui un tunnel achevé. Pour être plus précis, c'est l'une des pièces les plus lourdes et les plus sollicitées qu'on puisse imaginer. Tout commence de manière assez terre-à-terre, par l'acier. De grandes plaques de plusieurs dizaines de millimètres d'épaisseur arrivent à l'atelier et passent d'abord par la découpe. Laser ou plasma en découpe les segments du futur disque. Chacun de ces morceaux pèse plusieurs tonnes et présente une forme qui paraît étrange au premier abord, avec des courbes, des orifices, des saillies. Mais lorsqu'on assemble ces segments, un cercle familier commence à se dessiner. L'assemblage se déroule sur une plateforme gigantesque. Les segments sont soulevés par des grues et ajustés les uns aux autres avec une précision millimétrique. Le diamètre peut atteindre 12, voire 15 mètres. C'est comme un immeuble de plusieurs étages, mais couché sur le côté. Les soudeurs repassent chaque jointure plusieurs fois. D'abord un passage grossier, puis le remplissage, puis l'égalisation. Une grosse soudure peut prendre plusieurs heures. Et de telles soudures, il y en a des dizaines de mètres. Une fois le disque principal assemblé, il ressemble à une dalle massive. Mais ce n'est que la base. Ensuite, on commence à y installer des nervures de renfort, d'épaisses poutres d'acier qui confèrent à la structure sa solidité. Car en fonctionnement, cette chose subira la pression du sol, les chocs de pierre et une torsion constante. Si on la faisait en simple plaque, elle se déformerait dès les premiers jours. Observez attentivement. À la surface du disque, on commence à installer les nervures de renforcement. Ce sont d'épaisses poutres d'acier qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de hauteur et s'étendre sur une portion importante du diamètre. Les grues soulèvent ces poutres et les déposent avec précaution selon un schéma préétabli. Rien n'est laissé au hasard. Chaque nervure est positionnée exactement là où il faut pour répartir uniformément les charges. Certaines partent en rayons, du centre vers la périphérie. D'autres suivent des arcs de cercle, formant ainsi une véritable ossature. Au final, l'ensemble commence à évoquer un squelette recouvert d'une peau métallique. Vient ensuite le soudage, et là encore, tout est minutieux. Chaque cordon est réalisé en plusieurs passes pour éviter les tensions internes. Le métal chauffe, refroidit, et si l'on ne procède pas correctement, il risque de se déformer. C'est pourquoi le travail progresse par étapes, en laissant à la structure le temps de se stabiliser. Au final, le disque ne semble plus plat. Il devient tridimensionnel, rigide et considérablement plus résistant. Ce sont précisément ces nervures qui encaisseront les impacts de pierre, la pression du sol et les charges liées à la rotation. Sans elles, toute cette gigantesque structure perdrait sa forme très rapidement, littéralement dès les premiers jours de travail sous terre. Vient ensuite le moment le plus intéressant, les éléments de coupe.
Ce sont eux qui sont en contact avec la roche. On trace à la surface du disque l'emplacement des molettes. Il s'agit d'outils circulaires ou disciformes, chacun ressemblant à un épais rouleau métallique. Le diamètre d'une telle molette peut atteindre environ 50 cm, pour un poids de plus de 100 kg. Et la tête peut en compter plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine. Elles ne sont pas simplement vissées. Chaque molette est installée dans un logement dédié, conçu pour résister à des charges colossales. En fonctionnement, la molette tourne et broie littéralement la roche. S'il s'agit d'un sol meuble, elle le tranche. S'il s'agit de roche dure, elle la pulvérise, laissant des fissures caractéristiques. La pression sur une seule molette peut atteindre des dizaines de tonnes. Et si ne serait-ce qu'un seul élément tombe en panne, il faudra le remplacer sous terre, dans l'espace confiné du tunnel. Je m'approche et je vois que toute la surface de la tête ressemble à un croisement entre un bouclier et une râpe géante. Des orifices, des canaux, des saillies, tout cela pour empêcher que le terrain ne s'accumule devant. Lorsque la machine fonctionne, la roche broyée est mélangée à de l'eau ou à une solution spéciale et évacuée vers l'arrière par un système de conduite. Sinon, la tête se bloquerait tout simplement. La partie centrale est assemblée à part. C'est le noyau par lequel se transmet la rotation. Là, c'est encore plus sérieux. D'énormes roulements de plusieurs mètres de diamètre, des arbres massifs, des fixations qui maintiennent toute la structure. Lorsque le tunnelier fonctionne, cette tête tourne à seulement quelques tours par minute. Cela paraît lent, mais avec un tel diamètre, le bord se déplace à une vitesse sensible et la force est colossale. Après l'installation de tous les éléments, place aux vérifications. Et il ne s'agit pas d'un simple coup d'œil avant de partir. Chaque cordon de soudure est contrôlé par ultrasons. On mesure la géométrie, aucun désalignement, masse uniformément répartie. Car si l'équilibre est rompu, la rotation provoquera des vibrations qui finiront par détruire tout le système. Cette chose a l'air brute, mais en réalité, elle est fabriquée avec une extrême précision. Ici, chaque millimètre compte. Parce qu'une fois descendue sous terre, elle sera pratiquement inaccessible. Elle doit fonctionner pendant des mois, parfois des années, en parcourant des dizaines de kilomètres. L'étape finale, la peinture et la préparation au transport. Et là aussi, c'est toute une histoire. Transporter une pièce de plus de 10 mètres de diamètre, c'est une véritable opération. On la démonte en sections ou on la transporte sur des plateformes spéciales avec escorte. Puis, sur le chantier, tout est remonté et installé sur le bouclier du tunnelier. Quand je me tiens à côté, cette structure semble presque immobile et même un peu lente par nature. Mais il suffit de l'imaginer à l'œuvre et tout change. Elle avance en rampant, s'accroche au sol et commence à le démonter centimètre par centimètre. Sans à-coups, sans précipitation, mais avec une telle force que les parois en béton du tunnel apparaissent dans son sillage, comme si elles n'attendaient que ça. Et ce que j'aime par-dessus tout, il n'y a rien de superflu ici. Chaque orifice, chaque boulon, chaque trépan a son rôle bien précis. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'endurance. Et la prochaine fois que quelqu'un dira qu'on a simplement creusé un tunnel, je saurai exactement quelle machine de fer se tenait en tête et accomplissait tout le sale boulot. Chaque année, partout dans le monde, on soulève et déplace des structures de milliers de tonnes. Et pourtant, la plupart des gens n'imaginent même pas comment c'est possible. Imaginez un stade entier, plus lourd que des dizaines de milliers de voitures, suspendu dans les airs. Sans grue, sans magie. Rien que de l'acier, de la pression et une précision au dixième de millimètre.
Mais il existe un moment critique dont presque personne ne parle. C'est lui qui détermine si l'opération sera une prouesse d'ingénierie ou une catastrophe en quelques secondes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un processus où les bâtiments se détachent littéralement du sol. Et croyez-moi, ce qui se passe ensuite, cela semble relever de la science-fiction, mais c'est bien réel. Restez avec nous jusqu'au bout, car le secret le plus dangereux se cache là où vous ne l'attendez absolument pas. Tout commence par une idée qui semblerait folle au commun des mortels. Pourquoi soulever un stade ou un immeuble entier? C'est à la fois simple et complexe. Parfois, une ville décide d'élargir une route et un monument historique se trouve sur son passage. Ou, comme dans notre cas, un stade souhaite ajouter un niveau de gradin supplémentaire, mais l'espace manque autour, si bien que la seule solution consiste à s'élever verticalement. Mais on ne peut pas simplement accrocher un tel géant à une grue, il s'effondrerait sous son propre poids. Il faut une approche qui tient davantage de la chirurgie que de la construction. La première étape, c'est la préparation des fondations. Les ingénieurs creusent littéralement sous le bâtiment et remplacent avec précaution les anciennes structures porteuses par des charpentes d'acier temporaires. Cela prend des mois. Chaque colonne, chaque recoin de l'ouvrage doit être calculé de manière à répartir la charge uniformément. Sous chaque point clé, on place un vérin hydraulique. Mais ce ne sont pas ces petits modèles avec lesquels vous changez une roue. Un seul de ces cylindres peut atteindre la taille d'un homme et peser plusieurs tonnes à lui seul. Un tel dispositif est capable de soulever 800, voire 1000 tonnes. Et il y en a des dizaines. Vient ensuite ce que les ingénieurs appellent le levage synchrone. Imaginons que vous ayez 40 points d'appui. Si l'un d'entre eux s'élève ne serait-ce que de 5 mm au-dessus des autres, la structure subira une contrainte interne telle que les murs commenceront à se fissurer. C'est pourquoi tous les vérins sont reliés en un seul réseau, piloté par un cerveau informatique. Celui-ci reçoit les données des capteurs en temps réel. Si le moindre écart d'un dixième de millimètre se produit quelque part, le système interrompt instantanément l'alimentation en huile du vérin concerné. C'est un processus d'une lenteur incroyable. Vous pourriez rester à côté sans même remarquer que le bâtiment bouge. En 1 heure, il ne s'élève que de 10 cm. La pression dans le système est proprement hallucinante. L'huile hydraulique circule dans des tubes d'acier sous une pression de 700 bars. Pour vous donner une idée, c'est 350 fois plus que dans les pneus de votre voiture. Si un tel tube venait soudain à se rompre, le jet d'huile pourrait trancher une poutre de béton. Vous vous souvenez du film Ghost Ship et de la scène avec le câble d'acier sous tension? Voilà pourquoi les mesures de sécurité ici sont dignes d'une mission spatiale. Toutes les connexions sont vérifiées 10 fois par jour. Et pendant le levage lui-même, les équipes se tiennent à distance de sécurité, surveillant les écrans de contrôle. Lorsqu'une maison se détache du sol, commence une étape que l'on appelle l'élévation progressive des supports. Le vérin pousse le piston de 20 ou 30 cm. Mais il ne peut pas supporter le poids éternellement. C'est pourquoi les ingénieurs utilisent des cubes d'acier spéciaux ou des blocs de béton. Dès que le piston atteint la hauteur voulue, on glisse un tel bloc sous la colonne. Puis le piston redescend légèrement, posant le bâtiment sur ce nouveau support temporaire. Ensuite, on place une plateforme identique sous le vérin lui-même et il est à nouveau prêt à pousser vers le haut. Cela ressemble à un jeu de Lego, sauf qu'à la place de briques en plastique, vous avez des blocs de 100 tonnes et au lieu d'un tapis de jeu, une ville entière. Mais le plus fascinant commence lorsqu'il faut non seulement soulever le bâtiment, mais le déplacer. Pour cela, on utilise des transporteurs modulaires autopropulsés. Ce sont des plateformes montées sur des centaines de roues, chacune pouvant pivoter indépendamment. On soulève le bâtiment,
On glisse ses plateformes dessous et on le descend délicatement. Puis ce train géant se met en mouvement à la vitesse d'un demi-kilomètre à l'heure. C'est un spectacle qui attire les foules. Une maison de 6000 tonnes avance tranquillement dans la rue, franchissant virages et ponts. Les conducteurs de ces plateformes pilotent l'opération à l'aide de télécommandes qui ressemblent à des manettes de jeu. Mais leur responsabilité est légèrement plus grande que celle des gamers. Beaucoup se demandent « et si le courant est coupé ou que la pompe tombe en panne ?» Les ingénieurs ont tout prévu. Chaque vérin est équipé d'un verrou mécanique. Il s'agit d'un énorme écrou sur le piston que l'on serre au fur et à mesure de la levée. Même si toute l'hydraulique venait à disparaître subitement, l'acier viendrait simplement buter contre l'acier et la structure ne s'effondrerait pas. C'est le principe de la fiabilité absolue. La sécurité est ici la priorité numéro 1. Car un seul faux pas peut transformer un chef-d'œuvre architectural en un tas de gravats en quelques secondes. Le coût de telles opérations, c'est un chapitre à part. Parfois, soulever un stade ou déplacer un immeuble revient plus cher que d'en construire un neuf. Mais lorsque le bâtiment a une valeur historique ou qu'il s'agit d'une énorme installation industrielle impossible à démonter, les méga-vérins deviennent la seule issue. C'est un travail pour ceux qui n'ont pas peur des grands chiffres et savent garder la tête froide quand des milliers de tonnes de métal et de béton sont suspendues au-dessus d'eux. Lorsque le processus est achevé, on coule sous l'édifice une nouvelle fondation, définitive cette fois. C'est tout un art de faire en sorte que la partie ancienne et la nouvelle ne forment plus qu'un seul ensemble. Et quand, quelques mois plus tard, les gens reviennent dans ce stade ou cet immeuble, ils ne se doutent même pas que cette structure a un jour voyagé dans l'espace ou s'est retrouvée suspendue au-dessus du vide, ne tenant que par la seule force de l'hydraulique. Pour l'instant, à la place des murs habituels, il n'y a qu'une forêt d'étais métalliques temporaires. Les ingénieurs doivent maintenant combler ce vide de telle manière que la construction ne sente même pas la transition. On commence par monter un treillis serré d'armature, le squelette d'acier de la future fondation où chaque barre a l'épaisseur du bras d'un homme adulte. Puis, tout autour, on installe un coffrage capable de résister à la pression folle du béton liquide. Le coulage lui-même s'effectue en continu, afin d'éviter les joints qui pourraient devenir des points faibles. Des pompes spéciales injectent des centaines de mètres cubes de mortier qui vient combler chaque interstice sous les anciennes fondations. Mais le plus délicat reste la jonction finale. On utilise des mélanges spéciaux sans retrait pour que le béton vienne épouser l'ancienne fondation sans le moindre millimètre de jeu. Lorsque la pierre prend en résistance, les vérins temporaires sont retirés avec précaution et la structure s'installe sur sa nouvelle base permanente. C'est le moment de vérité. Des milliers de tonnes transitent en douceur vers le béton frais. Et lorsque, quelques mois plus tard, les gens pénètrent à nouveau dans ce stade ou cet immeuble, ils ne se doutent même pas que cette construction a jadis voyagé dans l'espace ou a tenu suspendu à un fil, soutenu par la seule force hydraulique. Voilà ce qu'elle est, cette œuvre invisible d'Atlas moderne qui, au lieu de leurs propres épaules, utilise l'acier et la pression de l'huile. J'espère que la prochaine fois que vous apercevrez un grand édifice, vous regarderez ses fondations d'un œil un peu différent. Ce fut une journée passionnante sur le chantier, et je suis ravi que vous ayez parcouru ce chemin avec moi. À bientôt sur de nouveaux sites où nous dénicherons assurément quelque chose qui fera battre votre cœur plus fort d'admiration devant le génie humain. Imaginez, du fer ordinaire traverse le vide, subit une pression de plusieurs centaines de mégapascales et atteint une température capable de le transformer en un matériau plus précieux que certains bijoux.
Mais le plus mystérieux, ce n'est pas son prix. Le plus grand secret réside dans le fait que les ingénieurs modernes ont peut-être réussi à reproduire le secret de l'acier de Damas légendaire, dont l'humanité croyait la formule perdue à jamais. Comment les maîtres anciens créaient-ils, il y a des siècles, des structures semblables à des nanotechnologies, sans aucun microscope? Et pourquoi aujourd'hui, des usines ressemblant à des laboratoires spatiaux dépensent-elles des ressources colossales pour reproduire leurs résultats? Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret gardé pendant des siècles, celui qui changera à jamais votre vision d'un simple morceau d'acier. Disons-le d'emblée, ce fameux acier de Damas historique, celui dont les poètes chantèrent qu'une telle lame pouvait trancher un foulard de soie en plein vol ou fendre une armure de fer sans s'émousser, c'est un véritable casse-tête pour les historiens. Le fait est que le véritable secret de sa fabrication a été perdu quelque part au XVIIIe siècle. Ce que nous voyons habituellement sur les marchés ou dans les boutiques de souvenirs sous l'appellation de Damas, c'est ce qu'on appelle l'acier soudé. Le forgeron prend simplement deux morceaux de fer différents, les superpose, les chauffe et les martèle jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un. Puis il replie, encore et encore. On obtient ainsi une sorte de feuilleté de fer. C'est beau, c'est impressionnant, mais ce n'est absolument pas ce que faisaient les anciens maîtres en Inde ou en Perse. Le véritable secret résidait dans les creusets. Les métallurgistes anciens faisaient fondre le fer avec du bois et certains minéraux dans des pots fermés. Ils ne connaissaient pas le tableau de Mendeleïev, mais ils avaient trouvé intuitivement le chemin des nanotechnologies. Les microscopes électroniques modernes ont révélé la présence de nanotubes de carbone dans la structure de ces légendaires épées. Imaginez un peu, il y a des centaines d'années, les hommes créaient des nanostructures simplement en sélectionnant la bonne composition de minerais et le bon régime de refroidissement. Tout le secret résidait dans les traces de vanadium et de tungstène qui se retrouvaient accidentellement dans le bain de fusion, provenant de gisements bien précis. Quand ces gisements se sont épuisés, l'acier a disparu avec eux. Regardez maintenant ce qui se passe ici, dans cette usine moderne. Nous nous tenons devant une installation qui ressemble à un module de vaisseau spatial. C'est une chambre d'atomisation gazeuse. Ici, les métallurgistes ne comptent plus sur la chance ou sur le bon minerai venu d'Inde. Ils prennent des métaux purs, fer, chrome, nickel, molybdène, vanadium, et les mélangent selon des proportions calculées au millième de % près. Tout ce cocktail est fondu dans un four à induction sous vide. Savez-vous pourquoi le vide est si crucial? Parce que l'oxygène est l'ennemi numéro 1 d'un bon métal. Chaque bulle microscopique d'oxyde à l'intérieur de la pièce est un point de rupture potentiel. Lorsque l'acier devient liquide, il traverse une buse spéciale où un jet de gaz inerte le frappe sous une pression colossale. Le métal éclate en milliards de gouttelettes minuscules, chacune se solidifiant en plein vol. À la sortie, on obtient une fine poudre grise. Chaque grain de cette poudre représente un acier parfait, avec une composition uniforme à 100%. Dans un lingot classique, les éléments lourds peuvent se déposer au fond pendant la solidification du métal, alors qu'ici, chaque particule est la copie conforme d'une autre. C'est le fondement des aciers damassés modernes. Vient ensuite un procédé appelé compactage isostatique à chaud. La poudre est versée dans une grande capsule d'acier. Mais ce n'est pas un simple conteneur. À l'intérieur se crée un véritable enfer pour le faire. La pression y atteint 100 mégapascales, tandis que la température se maintient autour de 1100 degrés. Sous cette action, les grains de métal ne se contentent pas de s'agglomérer. Ils diffusent littéralement les uns dans les autres au niveau atomique. On obtient un bloc monolithique dont la densité surpasse celle de n'importe quelle coulée traditionnelle. Mais où est le motif, me direz-vous? N'est-ce pas précisément pour cela que nous sommes venus?
C'est ici que commence la partie la plus fascinante, là où la chimie moderne rencontre l'esthétique. Pour obtenir ce dessin caractéristique qui évoque des vagues sur l'eau ou des dunes de sable, les ingénieurs utilisent deux types différents d'aciers en poudre. L'un, à forte teneur en carbone pour une dureté exceptionnelle, l'autre, additionné de nickel, qui apporte brillance et résistance à la corrosion. Ces poudres sont versées dans la capsule selon un schéma bien précis. Parfois, on les sépare par de fines cloisons d'acier. Parfois, on recourt à la modélisation informatique pour créer une matrice tridimensionnelle complexe à l'intérieur du bloc. Lorsque cet énorme pain d'acier sort de la presse, il ressemble à une barre grise, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pour en extraire la beauté, on l'envoie vers des laminoirs géants et des marteaux hydrauliques qui exercent une pression de plusieurs milliers de tonnes. Le métal est étiré, plié, tordu. Chaque mouvement déforme les couches internes de poudre, les transformant en motifs complexes qui traversent tout le volume du métal. Ce n'est pas un dessin en surface, c'est l'âme même de ce morceau d'acier. Nous passons maintenant dans l'atelier, où se déroule l'étape finale, celle qui ressemble le plus à un travail pratique de chimie. C'est la gravure à l'acide. Une fois la pièce polie jusqu'à obtenir un éclat de miroir, on la plonge dans une solution de chlorure ferrique ou d'une autre substance active. Et c'est là que se produit la transformation chimique. L'acide réagit avec les différentes couches d'acier à des vitesses variables. Les zones à forte teneur en carbone deviennent sombres, presque noires, tandis que les couches de nickel restent claires et brillantes. Littéralement, en quelques minutes, sous vos yeux, surgit d'un banal morceau de ferraille un motif dont il est impossible de détourner le regard. Chaque ligne raconte l'histoire du métal qui s'est déformé sous la presse. Une question logique se pose. À quoi bon tout cela, si ce n'est pour fabriquer des couteaux de cuisine hors de prix, destinés à des gens qui font des œufs brouillés une fois par semaine? La réponse se trouve dans les caractéristiques techniques. Cet acier frité n'est pas qu'une question d'esthétique. Grâce à l'absence d'impuretés et à sa structure homogène, ces métaux possèdent une stabilité dont les maîtres d'autrefois ne pouvaient que rêver. Ils conservent leur affûtage des dizaines de fois plus longtemps que l'acier ordinaire, tout en résistant aux contraintes latérales les plus violentes. C'est un matériau pour les outils qui travaillent dans l'espace, pour les pièces de moteur soumises à des sollicitations au-delà du raisonnable, et pour les instruments chirurgicaux de nouvelle génération. À propos de prix, justement, 1 kg de cet acier damassé frité peut coûter plus de 500 €. Pour comparaison, l'acier de construction ordinaire revient à moins d'1 € le kilo. Autrement dit, ce morceau de métal entre mes mains vaut plus cher que certains bijoux. Et c'est justifié, car il renferme 18 mois de développement, l'énergie d'une centrale électrique entière et le savoir-faire de centaines de métallurgistes. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette différence entre le véritable Damas et ce qu'on nous vend en boutique. Et n'hésitez pas à partager. Quelles autres technologies secrètes aimeriez-vous découvrir? La prochaine fois, nous irons peut-être voir comment on fabrique la fibre de carbone pour les monoplaces, ou comment on cultive des diamants synthétiques pour les foreuses. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, car nous avons encore beaucoup d'ateliers brûlants et de découvertes extraordinaires devant nous. Prenez soin de vous, et que votre curiosité pour le fonctionnement du monde ne rouille jamais. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes de lithium sont extraites à travers le monde. Et ce n'est plus un simple métal, mais le fondement même de toute l'énergie du futur. On pourrait s'attendre à quelque chose de complexe et technologique, mais tout commence par une eau salée trouble au milieu du désert. Sous un soleil de plomb, elle s'évapore pendant des mois, dans des bassins gigantesques,
jusqu'à ce qu'il ne reste que cet or blanc. Et le plus fascinant commence après, lorsque cette matière première parcourt le chemin de la saumure, jusqu'au cœur de la batterie. Et à la fin, un détail vient bouleverser toute notre perception de cette histoire. Je me tiens au milieu d'un paysage blanc, presque aveuglant, qui semble recouvert de neige, mais ce n'est pas de la neige. C'est un désert de sel, quelque part à plusieurs milliers de mètres d'altitude, où sous mes pieds, ce n'est pas de la terre, mais un mélange de sel, de minéraux et d'eau. C'est ici que commence le parcours du lithium, ce métal qu'on appelle aujourd'hui l'or blanc. Et oui, dans les commentaires, vous vous disputez souvent au sujet des voitures électriques et de l'écologie. Alors maintenant, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne réellement, sans artifice. Sous cette croûte blanche se cache la saumure, une eau saturée en sel de lithium. On la pompe depuis des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres à travers des forages. Les pompes remontent lentement ce liquide trouble à la surface et le dirigent vers d'immenses bassins d'évaporation. Et c'est là que commence la partie la plus spectaculaire du processus. Devant moi, des dizaines de bassins rectangulaires, chacun de la taille de plusieurs terrains de football. L'eau qu'ils contiennent est de couleurs différentes, du bleu au vert et même au jaune. Ce n'est pas un choix esthétique, mais la chimie à l'œuvre. La saumure est pompée d'un bassin à l'autre, et à chaque étape, sa composition se modifie. Le soleil fait l'essentiel du travail. La température de l'air dépasse facilement les 30 degrés Celsius, et les pluies sont quasi inexistantes. L'eau s'évapore pendant des mois. Au départ, le liquide est pompé dans les plus grands bassins. Il y passe plusieurs semaines sous le soleil, perdant une partie de son eau. La concentration en sel augmente, et les plus lourds d'entre eux, principalement le sodium, commencent à cristalliser et à se déposer au fond. Ensuite, la saumure est transférée vers le bassin suivant. Celui-ci est déjà plus petit, et la composition du liquide plus pure. Ici précipitent d'autres éléments, comme le potassium. À chaque passage, l'eau devient plus épaisse, plus sombre, plus saturée en minéraux. Les ingénieurs contrôlent constamment sa composition. Ils prélèvent des échantillons, mesurent les concentrations, pour ne pas perdre le lithium avec les sels excédentaires. Aux étapes finales, il ne reste principalement que des composés de magnésium et de lithium. Le processus devient alors particulièrement précis. La saumure est maintenue plus longtemps dans les bassins, et parfois des réactifs sont ajoutés pour éliminer les impuretés indésirables. Au final, chaque bassin produit une solution de plus en plus concentrée, qui finit par contenir suffisamment de lithium pour être traité. Semaine après semaine, la concentration de lithium augmente. D'abord, ce sont les autres sels qui précipitent: sodium, potassium, magnésium. Ils se déposent au fond, formant des couches solides. Le liquide est progressivement pompé vers les bassins suivants, laissant l'excédent derrière lui. Dans les derniers étangs, subsiste un concentré contenant déjà assez de lithium pour passer à l'étape suivante. Ce liquide rejoint ensuite l'usine de traitement. Ici, le décor change radicalement. L'espace ouvert laisse place à des tuyaux, des réacteurs et des cuves. La saumure est purifiée de ses impuretés résiduelles, puis transformée en carbonate de lithium, cette poudre blanche qui constitue la matière première des batteries. Lorsque la saumure arrive à l'usine, ce n'est plus une eau trouble, mais un cocktail chimique concentré où le lithium joue le rôle principal, tout en côtoyant encore magnésium, calcium et résidus de sel. Première étape, la purification. Le liquide est acheminé vers de grandes cuves, où il est traité avec des réactifs qui capturent les impuretés indésirables. Une partie des éléments passe à l'état insoluble et se dépose au fond, tandis qu'une autre est séparée par filtration. On obtient ainsi une solution nettement plus pure, prête pour la réaction principale. Cette saumure est ensuite transférée dans d'immenses cuves métalliques, les réacteurs, où s'opère la transformation cruciale,
On y ajoute des réactifs carbonatés, généralement à base de soude. C'est à ce moment que démarre la réaction. Le lithium change de forme et commence à précipiter sous forme de dépôt solide. Observé de près, le liquide se trouble progressivement et de fines particules blanches y apparaissent. C'est le futur carbonate de lithium. Ce processus est contrôlé avec une précision extrême. Température, vitesse d'agitation, concentration des réactifs, tout compte. Si les paramètres dérivent, une partie du lithium restera en solution ou se mélangera aux impuretés. C'est pourquoi les opérateurs prélèvent constamment des échantillons et ajustent le processus en temps réel. Une fois la réaction terminée, le mélange est envoyé en filtration. De grands filtres industriels séparent le précipité solide du liquide. Ce qui reste sur le filtre ressemble à une poudre blanche humide. Mais elle n'est pas encore prête. Elle contient des résidus de réactifs et de sel. L'étape suivante est le lavage. Le précipité est rincé à plusieurs reprises à l'eau pure pour éliminer toutes les substances étrangères. C'est un peu comme laver du sable, mais avec un contrôle qualité bien plus rigoureux. Le matériau est ensuite envoyé dans des installations de séchage, où l'humidité résiduelle est éliminée à température élevée. On obtient alors une poudre blanche sèche et fluide, le carbonate de lithium. Son apparence est plutôt modeste, presque comme de la farine, mais c'est à partir d'elle que commence la fabrication des batteries modernes. Chacune de ces particules a parcouru un long chemin depuis l'eau salée, jusqu'à une réaction chimique contrôlée, pour devenir finalement une source d'énergie destinée aux technologies que nous utilisons au quotidien. Cette poudre est ensuite conditionnée dans des sacs de plusieurs dizaines de kilogrammes et expédiée vers d'autres usines, où commence la fabrication proprement dite des batteries. Là-bas, le lithium est mélangé à d'autres éléments. Les cathodes et anodes sont formées, les cellules assemblées. Mais toute cette histoire high-tech commence ici, dans le silence des plaines salées et sous un soleil de plomb. Et voici ce qui est fascinant. Pour obtenir une tonne de carbonate de lithium, il faut évaporer des centaines de milliers de litres d'eau. Cela signifie des mois de travail, des surfaces immenses et un équilibre très délicat avec la nature. C'est précisément pour cela que l'extraction du lithium suscite des débats si vifs. Il est indispensable à la transition vers la mobilité électrique, mais son obtention a aussi son prix. Vus du ciel, ces bassins ressemblent à une palette de peintre géante. Mais derrière cette beauté se cache un processus long et lent. Ici, pas de résultat rapide, seulement le temps, le soleil et la patience. Et moi, j'attends patiemment que vous vous abonniez à ma chaîne. Et à un moment donné, on finit par comprendre. Chaque batterie dans un téléphone ou une voiture électrique, ce n'est pas seulement de la technologie. Ce sont aussi ces champs, cette eau, ces mois d'évaporation. Le lithium n'apparaît pas de nulle part. Il parcourt un long chemin avant de devenir ce qui alimente le monde moderne. L'extraction mondiale de lithium connaît aujourd'hui une croissance presque explosive. Si en 2010, elle atteignait environ 28 000 tonnes, en 2024, elle s'élève déjà à quelques 240 000 tonnes par an. Je me tiens dans ce dépôt américain de vieilles locomotives, où le temps semble s'être arrêté. Des géants rouillés des années 50 reposent sur les rails, tandis qu'autour résonnent les grues et flotte l'odeur du métal chaud. Ces machines de 200 tonnes chacune tractaient autrefois des trains à travers le continent, parcourant des milliers de kilomètres pour la Rhodie ou l'Union Pacifique. Aujourd'hui, on leur redonne vie, non pour le commerce, mais pour les musées et les trains touristiques. Le processus est long, mais précis, et je viens de parcourir tous les ateliers, de la chaufferie à la cabine du mécanicien. Je vais vous raconter comment on procède.
D'abord, le démontage complet. On détache la locomotive du tender, on la place sur une fosse, un puits de 3 mètres de profondeur. Une équipe de 20 ouvriers, armés de clés pneumatiques et de chalumeaux acétyléniques, démonte tout en une semaine. Les roues de 2 mètres de diamètre sont retirées par des grues d'une capacité de 200 tonnes. Le châssis en fonte de 50 cm d'épaisseur part au bain de sable pour être débarrassé de la rouille. La chaudière, cœur de la machine à vapeur, est découpée en sections, car son poids atteint 50 tonnes. Chaque boulon, chaque tuyau, sous la loupe, les fissures sont détectées par magnétoscopie, où le champ magnétique révèle les défauts en surface. La chaudière, l'étape la plus complexe. Ces sections sont recouvertes de sable pour égaliser les parois, soudées à l'argon avec des électrodes en titane, à une température de 400 degrés Celsius. Les tubes, en cuivre ou en acier, de 10 cm de diamètre, sont nettoyés du tartre par ultrasons, puis rechargés d'une nouvelle couche de bronze de 2 mm d'épaisseur. La pression interne est testée à 20 bars. La chaudière est immergée dans l'eau. On y injecte de la vapeur. Et si les soudures tiennent, c'est bon. Le soudage se fait en continu, avec contrôle radiographique. Chaque cordon de soudure, sur toute l'épaisseur de la paroi, doit être exempt de cavité. L'essieu moteur d'une locomotive, c'est une histoire à part, car de lui dépend toute la marche de la machine à 100 km/h avec un poids de 200 tonnes. Les moyeux en fonte, d'une épaisseur de 10 cm, sont d'abord nettoyés au jet de sable. L'abrasif, projeté sous 6 bars de pression, frappe le métal et retire rouille, crasse et vieille peinture en 1 heure. Le sable, du quartz, granulométrie 0,5 mm, n'éraille pas la surface, mais la polit jusqu'à l'éclat. Ensuite, les moyeux sont lavés à l'eau chaude à 80 degrés Celsius, puis séchés à l'air comprimé. Vient alors le tour. Une machine grande comme une pièce, où la pièce est fixée dans un mandrin et mise en rotation à 50 tours par minute. Des outils en acier rapide enlèvent 1 mm par passe, calibrant le diamètre intérieur à une précision de 0,01 mm. Les copeaux volent en ruban d'1 mètre de long. Le refroidissement se fait par émulsion d'huile et d'eau pour que le métal ne chauffe pas au-delà de 200 degrés. Toutes les 10 minutes, on arrête. On mesure au micromètre. Si l'alésage s'est élargi d'1 micron, c'est à refaire. Les essieux usés, 3 mètres de long, 20 cm de diamètre, sont rechargés par un acier spécial à 8% de chrome pour la dureté. L'appareil à arc électrique, sous un courant de 200 A, dépose une couche de 5 mm d'épaisseur qui fond à 1600 degrés Celsius. Le rechargement se fait en tournant, l'essieu serré dans l'étau, la couche s'égalise uniformément, sans bavure. Puis vient le recuit. Les essieux sont enfournés à 700 degrés Celsius pendant 8 heures, refroidis lentement dans la cendre, pour relâcher les tensions internes. Sinon, ça craque dès le premier kilomètre. Les nouveaux paliers, des douilles en bronze de 15 cm de diamètre, sont coulés au babite, un alliage d'étain et d'antimoine. Le métal en fusion à 250 degrés Celsius est versé dans le moule, où le bronze tient la forme et le babite comble les pores. On les refroidit dans l'huile à température ambiante pour éviter les fissures. Le roulement en ressort lisse, le frottement minimal. Vient enfin l'équilibrage des roues sur banc d'essai. La paire tourne jusqu'à 200 km/h. Les capteurs détectent les vibrations au gramme près. Si un côté pèse 5 grammes de plus, on fraise millimètre par millimètre, jusqu'à l'équilibre parfait. Sinon, la locomotive tremblera sur les rails comme de la gelée. Les roues terminées reçoivent un émail anti-corrosion, pèsent 2 tonnes chacune, et sont prêtes à porter des milliers de tonnes de fret. La cabine du conducteur, un véritable musée sur rail, où chaque instrument raconte l'histoire de milliers de kilomètres. On démonte tout, vis par vis. Les manomètres aux tubes de cuivre de 5 mm sortent du tableau de bord. On dévisse les capots arrière, on nettoie les mécanismes de la poussière
et de la rouille à la brosse imbibée d'essence. Les aiguilles, en laiton, 10 cm de long, sont retirées, polies, puis galvanisées dans un bain de rhodium d'un micron d'épaisseur sous 2 ampères. Le revêtement brille, ne ternit pas au fil des années, et l'aiguille glisse sans accroc de 0 à 20 bars. Les contrôleurs de traction, leviers équipés d'engrenages en fonte, sont démontés pièce par pièce, graissés à la pâte graphitée, leur course vérifiée. Chacun doit inverser la marche sous une pression de 5 tonnes sans jeu. Si l'engrenage présente 2 mm d'usure, on le remplace par un neuf, forgé à 1200 degrés Celsius. L'éclairage de cabine, ampoule de 20 watts, verre de 3 mm d'épaisseur, est essuyé. La tension contrôlée à 220 volts. Pour les locomotives diesel ou hybrides, les bougies d'allumage, isolants en porcelaine dotés d'électrodes en iridium, passent au banc d'essai. L'arbre tourne à 1000 tours par minute, l'étincelle claque à 30 000 volts et au moindre défaut, on les jette. Les pompes d'injection, à piston, cylindre de 20 cm, sont révisées. Les pistons rectifiés au centième de millimètre. Le débit testé. 100 litres par heure sous 10 bars de pression, sans fuite. Si la pompe fait des siennes, on change la soupape. En marche, c'est l'arrêt d'urgence assuré. L'électricité, un vieux réseau de fils de cuivre de 2 mm² de section, long de plusieurs kilomètres dans les cabines. On démonte les câbles, on les lave au solvant, on nettoie les contacts au papier de verre grain 200, on relie à la masse avec une barre de cuivre neuve de 5 mm d'épaisseur. L'isolation est refaite avec un vernis neuf. 2 couches, séchage au four à 120 degrés Celsius pour résister à l'humidité et aux vibrations. Les relais et disjoncteurs, mécaniques, à contacts argentés, sont nettoyés à l'alcool, testés sur 100 000 cycles de commutation. Quand tout est prêt, on remonte la cabine dans l'ordre inverse. Instruments dans le tableau de bord, câbles dans les goulottes, portières sur leurs gonds graissés. Le montage commence par le bas. On pose le châssis sur le marbre, on insère les essieux, on monte la chaudière à l'hydraulique avec une précision millimétrique. Le tender, réservoir de 20 tonnes d'eau et 10 tonnes de charbon, est rendu étanche avec de l'étoupe et du goudron. L'épreuve finale se déroule au dépôt. La locomotive tracte des wagons de 200 tonnes à 60 km/h, on monte la vapeur à 5 bars, on vérifie l'étanchéité. Si tout tient, on la peint en noir classique avec des roules à rouge, on inscrit le numéro en lettres d'or. Me voilà là, j'entends le sifflet. Le géant ressuscité est prêt à promener les touristes à travers les Rocheuses. Chaque restauration de ce type coûte des millions, dure 2 ans, mais remet l'histoire sur les rails. Ces bêtes du XXe siècle ont encore de beaux jours devant elles. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.